L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale. L'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie, patriarcat, patrie. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une nouvelle émission de Sortir du patriarcat-capitalisme, une critique radiophonique du patriarcat, du sexisme et des oppressions liées au genre et aux sexualités, et ce dans une perspective intersectionnelle, anticapitaliste et antiraciste. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la culture du viol avec Sophia, notre habituelle co-animatrice. Bonjour Sophia. Bonjour. Alors, on va parler donc de la culture du viol aujourd'hui à partir de deux ouvrages qui sont parus récemment sur le sujet. Donc, le premier étant celui paru en 2018 de Noémie Renard, En finir avec la culture du viol, paru aux éditions Les Petits Matins. Et l'autre ouvrage sur lequel nous sommes appuyés pour préparer cette émission est l'ouvrage sorti en 2019 aux éditions Libertalia de Valérie Rey-Robert et qui s'intitule « Une culture du viol à la française, du troussage de domestiques à la liberté d'importuner ». Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc, de la culture du viol et peut-être justement pour parler de la culture du viol, il faudrait d'abord la définir. Pour définir cette expression, on va se fonder sur la définition de Noémie Renard qui est très claire. Alors pour elle, la culture du viol désigne une culture dans le sens de l'ensemble des valeurs, des modes de vie et des traditions d'une société dans laquelle le viol et les autres violences sexuelles sont à la fois prégnants et tolérés, avec un décalage entre l'ampleur du phénomène et l'impunité quasi totale des agresseurs, pas seulement au sens juridique mais aussi social. Du coup, on va essayer au cours de cette émission d'analyser chacun des éléments constitutifs de cette définition, en commençant peut-être par l'ampleur du phénomène de la culture du viol, c'est-à-dire des viols mais à la fois des violences sexuelles. Oui, et d'ailleurs, il faudrait simplement préciser sur ces chiffres que, évidemment, ils donnent simplement un indicateur de l'ampleur des viols. Alors aujourd'hui, on estime qu'en France, il y aurait entre 38 000 et 120 000 femmes adultes qui subissent des rapports forcés chaque année en France, auxquels il faut ajouter évidemment tous les rapports forcés subis par des mineurs, des filles en majorité quand même, et puis aussi des garçons, tout en précisant que plus de 90% des auteurs de ces viols sont des hommes. Mais peut-être que pour essayer de comprendre la disparité, parce que du coup les chiffres que tu as annoncés c'était entre 38 000 et 120 000 rapports forcés par an, c'est quand même, il y a un vrai gap entre ces deux chiffres et peut-être que pour l'expliquer on pourrait rappeler qu'un nombre important de femmes ne considèrent pas des rapports forcés comme des viols ou des agressions sexuelles, notamment du fait du caractère prégnant des mythes sur qu'est-ce qu'est vraiment un viol. Est-ce que si j'accepte le début d'une relation sexuelle mais que je refuse à la fin, je dois considérer ça comme un viol ou pas? Je pense qu'on pourrait peut-être commencer par les mythes. Oui, c'est vrai qu'au-delà des chiffres, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un phénomène massif, voilà, qui touche une majorité des femmes sur une base qui peut aller de quotidienne à une fois dans la vie, mais voilà, que c'est un phénomène social massif et dont la perception, justement, comme tu dis, est brouillée par tout un ensemble de mythes qui s'inscrivent dans un temps long et qui, aujourd'hui, sont diffusés massivement, notamment dans les médias et par les industries culturelles, et qui sont repris lors du traitement policier et judiciaire des viols, ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a très peu de condamnations pour viol par la justice. Oui, peut-être que sur ce point, on pourrait reprendre déjà la définition légale du viol. Donc selon le code pénal, tout acte de pénétration sexuelle qui est commis par violence, menace, contrainte et ou surprise
va être qualifié juridiquement de viol. Donc déjà, on peut faire un petit historique de cette définition. Donc depuis 1980 et les luttes féministes des années 70, et notamment les procès de Aix, le viol est un crime, c'est-à-dire qu'il n'est plus un délit dans la catégorisation des infractions pénales qui va de contravention, délit à crime. C'est-à-dire que le viol est jugé devant la cour d'assises et non devant le tribunal correctionnel. Est associé au crime de viol une peine de prison plus lourde qu'au délit d'agression sexuelle, mais aussi la procédure est différente. Imaginez que vous êtes victime d'un viol, s'il va être correctionnalisé, c'est-à-dire transformé en agression sexuelle et jugé par le tribunal correctionnel, alors il va être jugé en une demi-heure entre le vol de pommes et la conduite en état d'ébriété. C'est pas du tout la même importance symbolique également qui est donnée au délit qu'au crime. Et malgré du coup la criminalisation du viol en 1980, un certain nombre de viols sont correctionnalisés, c'est-à-dire qu'ils vont tout de même être jugés devant le tribunal correctionnel. Et c'est assez intéressant parce que cette correctionnalisation, pour les magistrats, pour les policiers, pour le procureur, elle va être justifiée par les besoins de la victime. Du coup, la victime, donc c'est même plus une femme qui a été victime d'un viol, elle est complètement réifiée à son statut de victime, va avoir besoin d'un procès rapide pour pouvoir passer à autre chose, alors qu'on voit bien qu'en fait, finalement, dans les chiffres, les procès en correctionnel ne sont pas beaucoup plus rapides que les procès en assises. Et finalement, si ce n'est qu'une violence symbolique supplémentaire, ça ne lui apporte pas grand-chose. Oui, parce que justement, la différence entre les deux procédures pour les gens qui, justement, sont pas trop au fait des procédures juridiques comme moi, c'est que c'est plus rapide, c'est considéré comme moins important, il n'y a aussi pas de jury, donc ça c'est aussi un élément important parce que il me semble avoir lu que justement, quand il y a un jury, en général, l'auteur du viol est plus condamné que lorsque c'est simplement des magistrats. Mais de manière générale, la différence de condamnation entre les viols donc punis devant la cour d'assises, en moyenne, sont punis à 11 ans d'emprisonnement, bon, quand ils arrivent à être punis, alors qu'en correctionnel, ça va entre 9 mois à 3 ans. Donc on voit bien qu'il y a un gap immense. Par contre, peut-être que là, on pourrait souligner que le but de cette émission n'est pas de pousser à la répression judiciaire des crimes pour viol dans une perspective anticapitaliste, ça paraît un petit peu contradictoire, mais justement souligner que la culture du viol, elle est aussi causée par l'impunité dans ce système-là où la répression carcérale est très importante. Oui, et justement, c'est pour ça que les féministes des années 70, notamment Gisèle Halimi, proposaient dans leur lutte pour faire reconnaître à un niveau judiciaire le viol, non pas de condamner les violeurs à des peines de prison extrêmement lourdes, ce qui allait contre leur conviction justement que la justice était bourgeoise et que la prison est un système d'enfermement inhumain. Dans les années 70, il y a une critique de la prison extrêmement prégnante. Elle proposait simplement que le violeur soit condamné à ce que son acte soit connu publiquement, qu'il soit dénoncé publiquement, que par exemple, il pourrait y avoir des affiches pour prévenir les gens, attention, cet homme a commis tel acte. Ce qui fait que, en fait, le véritable objet dans les années 70 du combat pour la reconnaissance judiciaire du viol, c'est en fait plutôt un combat pour la reconnaissance sociale du viol, en fait. Et précisément, la culture du viol est un ensemble de mécanismes qui produisent un effacement du viol en tant que violence et qui conduit donc à l'impunité, voire au fait que la victime est elle-même accusée d'avoir provoqué le viol. Et d'ailleurs, sur ce dernier point, il me semble que la chercheuse Catherine Lemagresse parle de victimisation secondaire par le processus judiciaire, c'est-à-dire que tous les acteurs de la chaîne pénale, donc à la fois la police, les juges, mais aussi les médecins qui vont devoir intervenir, etc., en se basant sur les mythes de la violée doit être comme ci, le viol doit être comme ça, le violeur doit être comme ça. Ce qui fait que les personnes violées qui, entre guillemets, ne correspondent pas vraiment au profil de la violée, qui n'ont pas subi le viol tel que le mythe du viol l'imagine, et qui en plus n'a pas été violée par la personne telle qu'on l'imagine, là elle subit une deuxième fois une violence symbolique, disons au moins, par justement ces stéréotypes, ces mythes qui effacent
le viol et qui en plus constitue une nouvelle violence subie. Alors peut-être qu'on pourrait préciser tout de suite ces mythes. Et peut-être pour répondre à cette question, on pourrait aller un peu voir ce qui se passait avant. Sous l'Ancien Régime, par exemple, Georges Vigarello écrit que le modèle du rapt, du viol en tant que rapt, et c'est le seul qui est condamné en fait. Et du coup, c'est pour ça que pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait pénétration du pénis dans le vagin par un homme inconnu à l'extérieur de chez soi, que la victime se soit débattue jusqu'à épuisement ou presque, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs à l'époque, le viol est qualifié d'adultère, c'est-à-dire que la femme a commis un adultère avec un violeur, et on voit bien du coup que c'est un crime non pas contre la victime de viol, mais un crime finalement contre son propriétaire, son mari ou son père. Et du coup ce modèle du rapt et ce modèle de crime contre le propriétaire de la personne violée va se retrouver aujourd'hui dans le traitement pénal du viol. Par exemple, la police va moins croire, entre guillemets, les personnes victimes de viol quand elles seront soit des travailleuses du sexe, ou alors qu'elles auront été victimes de violences sexuelles au sein de leur couple, etc. Oui, ça je pense que c'est vraiment peut-être intéressant de commencer par ce mythe de la violée, même si on pourra revenir un peu sur certains aspects historiques plus tard. Mais effectivement, il y a un certain nombre de catégories de femmes qui sont censées ne pas pouvoir subir de viol. Donc, comme tu l'as dit, les travailleuses du sexe qui, de par le fait que ce serait leur activité professionnelle de vendre leurs services sexuels, et du coup, la police considère que, de par ce fait, elles ne peuvent pas être violées au cours de leur activité, notamment, qui est un déni de justice flagrant. Deuxième chose, et ça c'est lié beaucoup à un héritage historique, c'est qu'on ne considère pas que les conjoints peuvent être des violeurs. Donc ça c'est lié aussi aux représentations sociales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, plus de la moitié des Français et des Françaises pensent que la majorité des violeurs sont des inconnus, or on sait que la majorité des violeurs sont au contraire des personnes proches de la victime. Mais sur ce point, c'est intéressant de aussi, peut-être que j'insiste un peu trop sur l'histoire du viol, mais que finalement, l'intérêt premier, originel de l'interdiction pénale du viol, c'est la crainte des grossesses illégitimes. Donc là, on voit effectivement, si ça va être commis par le mari, la grossesse va être légitime. Et finalement, peu importe que l'engrossé ait consenti ou non, même si on pourra revenir sur la notion de consentement plus tard, tant qu'il n'y ait pas de grossesse illégitime, bon. Oui, effectivement, c'est lié aussi au fait que, finalement, le viol sous l'Ancien Régime, et même d'ailleurs, je pense qu'on peut remonter également à la société romaine, c'est une atteinte à la propriété, finalement, à la propriété du mari, mais aussi une atteinte à la propriété éventuellement du père. Et donc là, si la victime a été violée par un homme, et donc avec tout le mythe de la défloration, soi-disant que quand il y a une première relation sexuelle, il y a une perforation de l'hymen et tout ça, même si on sait que c'est pas vrai, mais bon bref. Enfin voilà, elle avait été souillée, elle était plus bonne pour le mariage, alors que du point de vue du pater familias, la seule qui est d'une fille, c'est de la marier, quoi. Donc, et d'ailleurs, pour revenir sur la question du mari ou du conjoint qui n'est pas perçu comme potentiel violeur, on retrouvait dans beaucoup de codes pénaux d'États américains jusqu'aux années 70 le fait que le violeur, statutairement, ne pouvait pas être le mari. Et d'ailleurs, dans le code pénal français aussi, c'était stricto sensu écrit que le consentement était présumé en cas de relation maritale. Avant la modification, la révision du code pénal qui inclut le viol conjugal. Et qui date seulement de 1992. Exactement. Donc on voit que c'est quand même assez récent. Donc après, pour continuer un petit peu sur ce profil, sur le mythe de la violée, donc elle ne peut pas être prostituée, ça ne peut pas être une conjointe. Également, il y a les stéréotypes esthétiques qui rentrent en compte, c'est-à-dire que elle peut pas être laide, elle peut pas être grosse, elle peut pas être tout ce qui s'éloigne de la norme de beauté telle que définie dans les sociétés capitalistes modernes. Donc une personne qui ne correspond pas au stéréotype de la femme qui est normalement désirée sexuellement, parce que donc il y a toute une érotisation du viol, qui est un des grands problèmes de ces mythes sur le viol. Voilà, toutes ces personnes-là ne sont pas considérées comme des victimes potentielles et donc ne vont pas être crues. Et il y a également le même phénomène qui se passe sur la base de la classe et de la race, c'est-à-dire que les femmes prolétaires, et particulièrement les femmes prolétaires racisées,
et donc aux États-Unis, il y a tous les stéréotypes sur les femmes noires, eh bien ces femmes sont encore moins susceptibles d'être reconnues comme victimes de viol parce qu'on considère que elles mentent plus, ou que de toute façon elles aiment ça, ou qu'elles ont une sexualité débridée, ou il y a vraiment une représentation classiste et raciste. Sur ce point, ça me fait penser à Bell Hooks, à son livre « Ne suis-je pas une femme ?», dans lequel elle montre que l'hypersexualisation des femmes noires a conduit à des viols vraiment commis sur cette partie de la population. Ça me fait aussi penser au fait, parce que tu parles des États-Unis, mais bon, en France, c'est pas bien mieux, à l'affaire qui, il me semble, date de l'an dernier, dans le cadre de laquelle une fille, une enfant de 13 ans, avait été violée par un homme de 30 ans. Finalement, l'affaire avait été correctionnalisée, donc requalifiée en agression sexuelle, parce que la justification était que, comme elle était noire, elle avait l'air plus âgée, et que finalement, l'homme ne pouvait pas savoir que c'était une enfant, quoi. Et du coup, là, on retrouve tous ces stéréotypes de race et de genre à l'encontre des femmes noires ou des enfants noirs, et leur hypersexualisation, etc., qui ferait qu'elles auraient en fait un peu toujours envie, quoi. Un petit peu des illustrations et des témoignages de ça. Donc il y a tous les... là, pour le coup, Paye ta race, qui effectivement montre un peu toute la culture du viol, et comment est-ce que ces représentations sont pas simplement des représentations qui avaient lieu au moment de l'esclavage aux États-Unis ou pendant la ségrégation, mais qui existent toujours massivement aujourd'hui. Et puis après, pour la question du viol conjugal, on pourra lire, même si c'est quand même assez violent, Paye ton couple, où là pour le coup il y a énormément de témoignages de viols conjugaux, et là effectivement on voit que c'est un phénomène massif en fait. Et après évidemment il y a tous les Payta Schneck pour l'harcèlement sexuel et tout ça. Je trouve que c'est quand même, ça montre bien que c'est pas simplement des phénomènes lointains historiquement et géographiquement. Et ça effectivement c'est aussi un des problèmes du mythe, non pas tellement de la violée, mais du violeur, c'est qu'il y a une altérisation. C'est toujours le violeur, c'est toujours l'autre. C'est si je prends le stéréotype ultra concentré, c'est un migrant, sans papier, noir ou arabe, prolétaire, qui va violer avec un sweat à capuche, qui va violer une femme blanche dans un parking. Et ça fait partie du mythe finalement du viol. C'est le fait que le viol, c'est forcément de la violence physique avec contrainte d'une arme par un inconnu. Cette altérisation du violeur, on la retrouve dans la justice, où on voit que les viols commis par des hommes prolétaires et des hommes racisés sont bien plus réprimés pénalement. Et ça, on le voit dans l'analyse de Véronique Legoaziou dans son livre Viol, que fait la justice, dans lequel elle fait une comparaison entre la répression pénale des viols commis par des hommes blancs de classe sociale supérieure et la répression d'hommes racisés prolétaires. Il y a le fait que, d'une part, la police et la justice considèrent que s'ils sont présumés violeurs, ils vont plus avoir tendance à les qualifier comme violeurs. Donc, dans tout le processus, ils vont plus être enclins à recevoir la plainte si la plaignante accuse un prolétaire racisé que si c'est un médecin de campagne. Et puis également, pendant le processus judiciaire, il va y avoir également une présomption de culpabilité quand c'est des hommes prolétaires, enfin en tout cas plus que quand c'est des hommes blancs de classe moyenne qui vont être souvent présumés innocents et qui, alors après Véronique Legoaziou l'explique par tout un tas de choses, le fait que évidemment il y a une espèce de solidarité de classe, c'est-à-dire que effectivement le médecin de campagne et le juge ils font partie de la même classe sociale, il y a une question de langage qui est partagée, il y a l'idée de la respectabilité sociale, et ça joue encore plus quand il y a un écart de classe et de race entre l'homme blanc de classe moyenne, et par exemple si c'est une femme racisée prolétaire, là elle a effectivement aucune chance de voir son viol reconnu et puni par la justice. Et alors pour continuer donc sur les mythes, et là pour le coup c'est vraiment prégnant dans le traitement policier et judiciaire, donc on a parlé effectivement de cette dimension raciste et classiste. Il y a également le fait qu'on considère que les violeurs sont des malades mentaux. Alors c'est quelque chose que Noémie Renard critique en montrant qu'il y a seulement 7% des violeurs qui présentent des troubles psychologiques diverses et variées. Voilà. Et donc c'est finalement l'altérisation dans la représentation du viol se double d'une pathologisation. C'est-à-dire que finalement
le viol ne peut pas être le fait de quelqu'un de normal et il peut pas être le fait de quelqu'un qui nous ressemble. C'est forcément l'autre qui est en plus malade. Mais d'ailleurs, sur ce point, Valérie Rey-Robert, dans son livre, souligne que quand on demande à n'importe qui dans la rue que pensez-vous du viol, tout le monde répond c'est abject, c'est le pire crime qui puisse exister, etc. Et pourtant, c'est l'un des crimes qui est le moins puni au niveau judiciaire. Donc il y a vraiment un décalage total entre la vision que les gens portent sur le viol et le stigmate social qui est en théorie attaché au viol et la réalité du viol. Oui, et d'ailleurs ça c'est vachement intéressant parce que peut-être que finalement le viol est, disons, l'acte socialement condamné le plus mythologisé, c'est-à-dire où la représentation est la plus éloignée de la réalité, ce qui fait qu'à la fois il est extrêmement condamné socialement et en même temps on se rend compte que dès qu'il y a des cas concrets, les gens justement refusent de reconnaître que c'est un viol. Et ça, c'est un mécanisme vraiment incroyable, ce qui fait que par exemple, et ça c'est extrêmement intéressant, il y a eu des enquêtes de psychologie sociale qui ont été faites sur des étudiants aux États-Unis qui condamnent tous fermement le viol, et en même temps, quand on leur demande de décrire un petit peu leur sexualité, tout en n'utilisant pas des mots qui sont péjoratifs comme viol, violence sexuelle et tout, on se rend compte qu'en fait, il y en a quand même beaucoup qui ont commis des violences sexuelles à des degrés divers, voire même des viols. Donc, on voit que finalement, ces mythes sur le viol, ils servent principalement évidemment à protéger les violeurs, mais même à leur donner bonne conscience en fait. Et sinon, il y a un deuxième élément que je trouve très intéressant sur le mythe sur le viol, c'est la question de la zone grise. Alors là, on entend tout le temps la zone grise, on ne sait pas vraiment si elle a consenti. Moi je savais pas, je pensais qu'elle voulait, etc. Et c'est intéressant parce que dans son ouvrage, Valérie Rey-Robert fait référence à une étude dans le cadre de laquelle des personnes qui ont été condamnées pour viol ou violence sexuelle, la violence de ces personnes à l'encontre des femmes, donc leur misogynie finalement, est analysée et on se rend compte que la majorité des violeurs sont très misogynes en fait et du coup ont une violence verbale à l'encontre des femmes très forte. Et finalement, là, on a l'impression dans les discours que à cause de la zone grise, on sait plus trop, mais les violeurs ils sont pas méchants, ils ont pas fait exprès. Ils aiment les femmes, mais c'est juste que ils ont été un peu maladroits. En fait, ce discours-là est aussi complètement en décalage avec la réalité, où les violences, dans le cadre de laquelle les violences sexuelles sont des violences contre les femmes. Ne sont pas juste, oups, ça a glissé, quoi. Oui, et puis il y a aussi le fait que, comme le montre par exemple Noémie Renard, en fait, les viols sont des actes prémédités. Pas forcément des mois à l'avance, mais c'est des actes prémédités dans le sens où justement on va chercher des moments où la victime est vulnérable, donc typiquement lorsqu'elle a bu, lorsqu'elle est fatiguée, et c'est pour ça par exemple qu'un des autres mythes, c'est que les femmes violées seraient des femmes aguicheuses, qui s'habilleraient léger et tout ça, et en fait on se rend compte que pas du tout. Il y a un musée d'ailleurs en Amérique du Nord qui expose un peu les vêtements que portaient les femmes au moment de leur agression. On se rend compte que c'est des vêtements aléatoires, précisément du fait que les violeurs recherchent des personnes qui sont vulnérables. Alors ça peut être des personnes proches, ou alors des personnes qui ont l'air vulnérables, et dans ce cas-là, ça peut être aussi bien des personnes qui s'habillent de manière très expansive que des personnes qui au contraire cherchent à se faire discrètes, etc. etc. Et il y a aussi un autre stéréotype à l'encontre des hommes violeurs que je trouve très intéressant et qui est complètement détruit par Noémie Renard. C'est celui que les hommes violeurs sont finalement réprimés sexuellement, qu'ils ont besoin, ils ont une pulsion physique à avoir des relations sexuelles. Et en fait, elle montre que l'extrême majorité des hommes qui sont condamnés pour viol ont des relations sexuelles deux fois par semaine au cours des derniers mois qui a précédé le viol. Donc finalement, c'est ce décalage entre les hommes ont violé parce qu'ils avaient besoin de vider leurs testicules et finalement décalage complet avec la réalité dans laquelle les violeurs juste ont des relations sexuelles mais ont décidé de violer à un moment précis. Oui, ça c'est quelque chose qu'on abordera dans notre prochaine émission justement sur les raisons du viol, quelle est la structure qui produit des violeurs et qui produit du viol, la structure patriarcale dans laquelle on est. Peut-être pour finir un peu sur le mythe de la violée, il y a donc cette idée un petit peu de la guicheuse, et où finalement on voit ça très souvent dans le traitement médiatique, culturel, policier et judiciaire, c'est que finalement elle l'avait bien cherché. Voilà. Elle l'avait bien cherché à la fois dans le sens où elle avait aguiché, où elle avait flirté, etc., etc. Et en même temps, elle avait bien cherché aussi d'une manière un peu punitive. C'est-à-dire,
voilà, une femme, ça devrait pas faire ça devrait pas sortir aussi tard, ça devrait pas porter ses vêtements et tout ça. Et donc finalement, le violeur un peu est dans son bon droit de la remettre sur le droit chemin. Et puis il y a aussi l'idée de mensonge finalement, c'est-à-dire que bon, en vrai, elle le voulait quand même parce que c'était une aguicheuse, et donc si derrière elle dit qu'elle a été violée, c'est un mensonge. Et sur ce point, on le retrouve dans le traitement des affaires judiciaires. Le crédit qui est accordé à la parole des femmes victimes de violences sexuelles est complètement aberrant. On remet en question leurs mots de manière très fréquente. Il y a quand même des cas où des juges ont demandé aux femmes victimes de violences sexuelles comment elles étaient habillées ce jour-là et si elles étaient vraiment sûres de ne pas en avoir eu envie. Enfin, il y a vraiment, alors que ces personnes sont victimes. Enfin, c'est pas elles qui sont coupables de ne pas avoir suffisamment refusé en théorie, c'est elles qui sont victimes de violences sexuelles. Oui, et là-dessus, on peut regarder les témoignages sur Paye ta police qui sont pas mal justement, qui montrent aussi des affaires où la police refuse de prendre ou alors pose effectivement des questions qui sont extrêmement pas culpabilisatrices de comment t'étais habillé, est-ce que t'avais bu, etc., comme si finalement la victime était coupable en fait. C'est ça en fait, j'ai l'impression que tout l'objectif de la culture du viol, c'est l'inversion en fait. C'est que les violeurs sont des pauvres airs qui ont été accusés à tort, qui sont réprimés sexuellement, qui sont accusés par des femmes hystériques qui cherchent à leur extorquer de l'argent, qui affabulent, qui en fait assument pas que c'était un adultère, etc. Et d'un autre côté, voilà, les femmes sont coupables, elles essayent de maltraiter notamment des hommes politiques, des proches, etc. Et sur ce point, Catherine Lemaguerès et Noémie Renard parlent de régulation du viol plutôt qu'un interdit finalement, de manière factuelle. Certains viols effectivement vont être punis sévèrement par la justice quand ils sont commis par des hommes racisés, prolétaires, en pleine rue avec violence, etc. Mais par contre, ce n'est pas un interdit. C'est pas un interdit au sens que toutes les personnes victimes de viol seraient effectivement protégées au niveau social et judiciaire à titre égal, peu importe leur classe, etc. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que Éric Fassin définit la culture du viol en disant qu'il s'agit de penser la violence sexuelle en termes culturels et non individuels, non pas comme une exception pathologique, mais comme une pratique inscrite dans la norme, qui la rend possible en la tolérant, voire en l'encourageant. Le viol apparaît ainsi comme un comportement extrême dans un continuum qui commence avec les comportements ordinaires jugés normaux. Et donc là, on voit bien comment est-ce que finalement, le viol est normalisé lorsqu'il rentre dans certains cadres, c'est-à-dire lorsqu'il rentre dans le cadre de la vie conjugale, lorsqu'il est perpétré par un supérieur hiérarchique. Donc là, on voit évidemment la dimension anticapitaliste dont on parlera dans une prochaine émission. Et sur ce point, j'aimerais juste me référer au concept de Noémie Renard de coercition graduelle au cours des interactions sexuelles que je trouve vraiment, vraiment très intéressant. En fait, elle parle de tous ces petits gestes qui vont être commis autour des rapports sexuels qui eux, auront été consentis, comme, je sais pas, se faire tirer les cheveux, se faire insulter, se faire cracher dessus, au cours d'un acte sexuel qui aura été choisi aussi par les femmes. Mais ces actes-là qui auront une violence symbolique et ou physique très forte, qui pourront être vécus comme des agressions sexuelles ou comme des viols par ces femmes, mais qui n'auront absolument aucune réponse pénale adéquate ou même une réponse sociale, parce que finalement tous ces gestes-là, on le voit dans tous les pornos finalement, ils sont complètement acceptés, enfin on voit que finalement si on fait pas de fellation au cours d'un rapport sexuel, bah, c'est un peu de notre faute, comme le dernier numéro de Elle de 2012 qui parle de la fellation comme ciment du couple. Enfin, tous ces gestes-là qui vont être commis au cours du rapport sexuel, il n'y aura pas eu de vrai non ou de vraie décision sur le consentement qui est requis à ce moment-là. Finalement, ça montre le continuum entre rapport consenti et rapport non consenti qui va être composé d'une série de petits actes et dont certains ne vont pas du tout être vécus avec plaisir par les victimes. Oui, effectivement, là, c'est important de rappeler, ce concept de Noémie Renard, il est hyper important parce que ça montre bien que on peut pas dire qu'un rapport sexuel est consenti, même si bon, le concept de consentement est vraiment un concept minimal, mais disons qu'on peut même pas dire qu'il est consenti s'il est juste consenti une fois au début. Il faut qu'il soit reconsenti en permanence. Et donc, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle fait référence à des actes sexuels qui n'étaient pas prévus, effectivement des formes de violence qui, lorsqu'elles sont consenties, peuvent faire partie
d'une relation sexuelle, comme le crachat, etc., etc. Même si évidemment il y a toute une symbolique de la domination, mais enfin, lorsque c'est consenti, disons, ça n'est pas une violence sexuelle, mais elle montre bien, je trouve, comment est-ce que il n'y a pas un rapport sexuel qui serait où on consentirait une fois, mais en réalité, il faudrait fractionner ce rapport sexuel, et on consent à quoi dans ce rapport sexuel? Parce que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir viol, pas seulement lorsqu'il y a eu le fait qu'on n'a pas donné son consentement au début, mais il faut que ce consentement soit libre et éclairé, qu'il n'y ait pas de pression psychologique, morale, etc. Et ensuite, même si c'est un consentement libre et éclairé au début, il faut que ce consentement soit maintenu et qu'il n'y ait pas de surprise. D'ailleurs, ça fait partie de la définition juridique du viol. Et on voit que là-dessus, là pour le coup, le nombre de viols, si on adopte justement cette idée que le rapport sexuel n'est pas accepté une fois pour toutes, là pour le coup, c'est une définition qui s'élargit largement. Et on en parlera dans notre autre émission. Effectivement, il faut insister sur le fait que le viol n'est que la pointe émergée de l'iceberg ou, disons, le pôle extrême d'un continuum de coercition sexuelle des hommes sur les femmes. Je voulais juste revenir pour terminer sur le mythe de la personne violée, qu'on n'a pas du tout abordé, mais je pense que c'est un point relativement intéressant. C'est l'état de sidération que peuvent subir des femmes au cours des rapports sexuels. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas se débattre, elles ne vont pas crier, elles ne vont pas hurler à l'agresseur de s'arrêter, parce que simplement elles vont être sidérées. Et ce qui va en fait après être utilisé par la police et par la justice et par la société pour les responsabiliser finalement de leur propre viol, parce qu'elles ne se seront pas débattues, alors elles ne correspondront pas au stéréotype de la personne violée. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que peut-être que des victimes, enfin des personnes qui ont été victimes de viol se sont elles-mêmes auto-responsabilisées en se disant mais pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi je l'ai pas poussé, pourquoi je lui ai pas crié d'arrêter, il y avait des gens autour, ils auraient pu m'entendre. Mais finalement cet état de sidération, il est normal, il est naturel. Noémie Renard le compare à celui vécu par des lapins qui voient une voiture arriver et qui se figent parce que simplement la peur de la situation les bloque complètement. Et je pense que c'est important de souligner que c'est complètement normal et que la personne victime de viol, parce qu'elle ne devrait pas être réifiée à son statut de victime, n'est jamais en faute, quoi. Et même si elle n'a pas crié, mais justement, c'est une réaction de son cerveau pour la protéger, pour justement ne pas s'engager émotionnellement complètement dans ce qu'elle subit et se protéger, quoi. Oui, c'est un mécanisme psychologique normal. Et effectivement, dans les représentations du viol telles qu'on se le fait, effectivement, il y a violence physique, forcément, et en réponse, il y a résistance physique, forcément. Et aussi, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par la justice et la police contre les femmes, c'est l'idée qu'il faudrait porter plainte immédiatement. Oui. Voilà, et donc, et aussi qu'il faudrait exprimer cette plainte d'une certaine manière. Et là, il y a effectivement tout un biais classiste, c'est-à-dire qu'on demande aux femmes d'arriver en étant traumatisées, mais pas trop, parce qu'il faut quand même pouvoir s'exprimer. Enfin voilà, on voit que en fait finalement il y a une normativité du viol et de la plainte qui est écrasante dans le traitement policier et judiciaire. Et sur ce plan-là, le fait que les femmes qui étaient des victimes de violences sexuelles souffrent souvent de syndrome de stress post-traumatique et du coup qui mène à une incohérence, l'impossibilité d'ordonner de manière logique et chronologique les événements qui leur sont arrivés et pas du tout pris en compte par la police et par les juges, alors que justement, je veux dire, c'est l'élément principal du syndrome post-traumatique, c'est l'impossibilité de se remémorer des chronologies. Je veux dire, forcément, c'est intrinsèquement lié avec la manière dont la procédure judiciaire est organisée. C'est-à-dire que quand on arrive au commissariat, le policier nous demande qu'est-ce qui vous est arrivé, madame, d'une manière chronologique. Enfin, c'est complètement aberrant avec ce qui est vécu par la personne victime de violences sexuelles. Oui, et surtout qu'il y a aussi des phénomènes où les victimes, pour se protéger, cherchent à oublier. Bien sûr. Voilà. Ou à se convaincre que c'était consenti. C'est deux mécanismes qu'on voit assez fréquemment, parce que justement, c'est censé diminuer la violence du viol, et on retrouve même ça parfois dans l'inceste. Et on retrouve même, mais ça je pense que c'est vraiment un produit de la culture du viol, on retrouve même des cas où des personnes qui ont été victimes de viols incestueux, relisent toute leur histoire comme si c'était elles qui avaient aguiché
leur oncle, leur père, etc., etc. Enfin, il y a vraiment des espèces de reconstructions paradoxales, peut-être pour justement, parce que c'est dur d'être victime d'une certaine manière. Et aussi parce que toute la société t'assène pendant toute ta vie que comme tu es une femme, tu es responsable et tu l'avais bien cherché. Donc je veux dire qu'effectivement, si la culture du viol, comme on l'expliquait au départ, c'est partout, quoi. C'est pas que la chaîne pénale, c'est la société, c'est les médias, c'est les journaux, c'est le porno, c'est les films, les séries, etc. Donc forcément, quand elle est si omniprésente, on ne peut être que responsable des propres violences que l'on a subies. Oui, et ça, je pense que c'est intéressant qu'on parle un petit peu aussi de la question du traitement médiatique et culturel, parce que ça joue un rôle énorme quand même. Il suffit de voir donc les unes qui sont complètement hallucinantes, qui vont trop souvent sur les genoux de papy pour parler de viol incestueux. Bon, ça recoupe un peu le truc du drame conjugal lorsqu'il s'agit d'un féminicide. Donc, et puis, évidemment, très fort dans le traitement médiatique et culturel, l'accusation de mensonge et d'exagération, voire une rhétorique complotiste lorsqu'il s'agit de personnalités importantes, comme on l'a vu au moment de l'affaire DSK, où quand même 70% des sympathisants socialistes étaient persuadés que c'était un complot, et plus de 50% des Français. Donc on voit quand même que c'est quand même massif. Trump aussi a dit que c'était un complot démocrate et de l'establishment. Il y a eu aussi l'idée que l'accusation de viol sur Tariq Ramadan, malgré les multiples preuves, notamment des SMS, était un complot sioniste. Donc on fait intervenir la géopolitique dans le cadre de violences sexuelles qui ressortent de la domination masculine. Donc on voit qu'il y a un problème monstrueux dans le traitement médiatique et culturel. Ça produit énormément de représentations. On voit dans les séries, les films, des rapports forcés, mais qui ensuite sont érotisés ou justifiés ou banalisés. Banalisation notamment dans Game of Thrones. Et voilà, il y a vraiment un problème massif sur ce traitement médiatique et culturel, et qu'on retrouve aussi, pour finir, dans, par exemple, des livres comme Mars et Vénus sous la couette, qui est donc fait par un auteur qui avait écrit Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, qui est un peu John Gray, donc qui est un peu le pape de comment réussir une vie de couple basée sur une vision différentialiste de les femmes c'est ça, les hommes c'est ça. Et c'est lui en particulier dit quand même aux femmes, si vous n'avez pas envie d'avoir des relations sexuelles, acceptez une pénétration rapide, comme ça vous sauvez votre couple et en même temps vous n'avez pas besoin de vous engager émotionnellement trop. Donc on voit qu'il y a vraiment une culture du viol qui est diffusée massivement, notamment à travers ces traités de savoir-vivre entre guillemets à l'usage des femmes dans le cadre de relations conjugales. Et l'essentialisation aussi, le différentialisme entre les femmes et les hommes est hyper important dans le cadre de cette culture du viol, parce que si effectivement les hommes sont dotés de pulsions sexuelles irrépressibles, forcément ils vont violer, forcément on va devoir justifier leur viol, parce que bon, c'est pas vraiment de leur faute, c'est leur nature, etc. Du coup finalement, dans le cadre d'une lutte contre la culture du viol, une lutte contre le différentialisme et l'essentialisation est hyper importante. Dans le différentialisme, il y a aussi le discours que finalement les hommes c'est le sexe, et les femmes, c'est le romantisme. Donc finalement, les femmes, pour garder leur couple amoureux, éviter de se faire tromper, etc. En fait, elles doivent coucher, elles doivent faire des fellations, comme dit elle. Mais ça, je trouve qu'on le retrouve aussi dans le terme de consentement. Donc finalement, en droit français, il n'y a pas d'insertion dans le code pénal du terme de consentement, et pas mal de féministes voudraient qu'il soit inséré. Du coup, finalement, le viol ne serait pas un acte de pénétration sexuelle commis par violence, menace, contrainte ou surprise, mais le viol serait un acte de pénétration sexuelle commis sans le consentement de la victime ou des femmes, en général. Comme c'est d'ailleurs le cas en droit canadien. Mais à notre sens, et aussi au sens d'autres féministes, le concept même de consentement sous-entend l'existence d'une demande préalable et d'une acceptation. Et dans le cadre des relations de domination entre les femmes et les hommes, et de la culture du viol en général, il s'agirait du coup aux hommes de proposer aux femmes l'acte sexuel qui devraient ensuite accepter. Et ça replace encore les relations sexuelles dans un cadre patriarcal où les femmes ne pourraient pas proposer elles-mêmes et les hommes consentir. Et à ce titre-là, Catherine Lemagresse, que je cite encore une fois parce que son travail est vraiment très intéressant, parle de conception androcentrée des violences sexuelles. Et c'est vraiment ça, il va y avoir des rôles hyper différentialistes des acteurs des relations sexuelles. La femme devra consentir, l'homme devra proposer. Et finalement, peut-être qu'une vision encore plus féministe et émancipatrice des relations sexuelles
Plutôt que parler de consentement, on pourrait parler de désir, de volonté de participer à la relation sexuelle. Parce que si on parle de consentement, dès lors que l'un des acteurs propose et l'autre dispose, forcément il y a une hiérarchie, comme dit Colette Guillaumin. S'il y a une différence, il y a une hiérarchie entre les deux acteurs des relations sexuelles. Oui, effectivement, on voit comment est-ce que finalement la représentation binaire entre les hommes qui seraient actifs, les femmes qui seraient passives, les hommes qui seraient désirants, les femmes qui seraient désirées. En fait, finalement, le fait de parler de consentement, on reste dans ce schéma qui est le schéma justement qui mène au viol. Et notamment, Noémie Renard, elle montre bien que les femmes finalement qui, disons, sont le plus susceptibles de prendre l'initiative de rapports sexuels, qui maîtrisent leur vie sexuelle, qui ne la vivent pas sur un mode passif, sont en fait les femmes qui vivent le moins de violences sexuelles parce que justement, comme elles sont vraiment maîtresses de leur sexualité, elles ont plus de capacité, notamment, effectivement, à pas se laisser prendre dans les mécanismes de coercition sexuelle. Et justement, par rapport à ça, effectivement, comme le dit Nicole Claude Mathieu, céder n'est pas consentir, mais on voit que dans le problème de ce concept de consentement, c'est que finalement, entre céder et consentir, on voit qu'il y a une différence qui est malheureusement dans le cadre de la domination sexuelle patriarcale dont on va parler dans la prochaine émission, que cette différence n'est pas extrêmement claire, notamment lorsqu'il y a des contraintes économiques, lorsqu'il y a l'idéal du couple hétérosexuel, etc., etc. Et de manière plus générale, sur le point que tu abordais de finalement être maîtresse de ses désirs, de ses volontés et être à l'écoute de soi-même, participe pas au sens de la responsabilisation de la victime, mais permet aux femmes d'être plus en capacité de refuser des actes sexuels qu'elles ne souhaiteraient pas. Et sur ce point, l'ouvrage Non c'est non de Irène Zeilinger aux éditions Zone est très intéressant parce qu'elle souligne que finalement les femmes qui sont plus maîtresses de leur corps, qui savent qu'elles peuvent se défendre contre des violences sexuelles, vont être moins victimes. Mais même s'il ne s'agit pas forcément de savoir coller un point sur le nez d'un agresseur potentiel ou d'un agresseur tout court, mais rien que savoir qu'on est capable de le faire fait fuir l'agresseur. Et elle parle d'une étude qui a été faite aux États-Unis, selon laquelle dans 90% des cas, des femmes qui auraient répondu à l'agresseur, qui l'auraient insulté, qui auraient crié, qui l'auraient simplement finalement défié, rien qu'avec leur attitude physique, l'auraient fait fuir. C'est très intéressant parce que, à l'inverse, dans la culture du viol, ça Noémie Renard en parle, les femmes sont poussées à finalement ne rien faire pour pas qu'il leur arrive quelque chose de pire que de se faire violer. Ça serait finalement de se faire violer plus de se faire taper dessus et de se faire tuer en fait. Et il y a cette gradation est hyper intéressante parce qu'elle permet aux femmes de les empowerer de leur mécanisme de défense qu'elles pourraient avoir, qu'elles pourraient utiliser contre l'agresseur, et ça leur permet d'être des victimes encore plus parfaites pour le violeur, alors que si elles savaient qu'elles pouvaient répondre à l'agresseur, le défier, le frapper, etc., utiliser tous ces mécanismes de défense, elle le ferait fuir plutôt que de les faire le tuer, même si effectivement ça peut arriver. Mais dans tous les cas, je pense qu'un homme qui décide de tuer une femme est déjà à un niveau de violence tellement élevé que se faire défier ou pas n'aura pas forcément une influence si certaine. Et d'ailleurs, sur ce point, j'aimerais conseiller le podcast Yes, qui est hyper intéressant. Dans le cadre, il me semble que le premier épisode recense toute une série d'anecdotes de femmes qui ont défié leur agresseur sexuel et qui s'en sont sorties haut la main, et avoir ce genre de petits exemples du quotidien où certaines femmes ont réussi à justement gagner dans cette logique de domination, très intéressant, tout en ne souhaitant pas responsabilité ou culpabiliser des femmes qui n'auraient pas réussi à répondre à des agresseurs, bien entendu. Oui, c'est là où on le reverra dans l'autre émission, mais que effectivement le viol est la manifestation d'un rapport de domination, et donc effectivement les femmes qui résisteraient suffisamment à ce rapport de domination sont moins susceptibles du coup de subir la manifestation de ce rapport de domination qui est le viol. Et d'ailleurs, par rapport à ça, peut-être qu'on pourrait dire justement que ce qui participe aussi de la culture du viol, c'est aussi le fait d'avoir normalisé à travers le langage, le fait d'avoir naturalisé le caractère violent, supposément inhérent à la sexualité. Et donc, ce qui fait que il y a tout
toute une symbolique militaire et violente des rapports sexuels qui est banalisée à travers le langage entre se faire prendre, se faire enculer, etc., etc. Et on voit que ça participe, que le langage aussi participe, voilà, de cette normalisation de la culture du viol. Et du coup, pour finir, peut-être que ça serait important de rappeler et de faire connaître aussi le collectif féministe contre le viol, un collectif féministe qui sort des études de manière régulière sur les violences sexuelles, le viol en France. Et il a un numéro d'appel gratuit et anonyme qui est le 0800 05 95 95, qui est donc gratuit et qui permet aux femmes victimes de viol d'échanger à ce propos sans jugement, sans stéréotypes et dans l'écoute féministe. Voilà, et donc on espère que vous avez apprécié cette émission sur la culture du viol et on invite donc nos auditeurs et nos auditrices à lire les deux ouvrages qui sont assez différents et assez complémentaires voilà, sur cette question. Et puis, on invite également nos auditeurs et nos auditrices à écouter l'émission suivante qui porte sur la domination sexuelle patriarcale et qui, disons, essaye un petit peu de théoriser les structures qui sont derrière la culture du viol. Et qui permettent que le viol soit possible en toute impunité. Exactement. Salut! L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radicale, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale. L'idéal de la femme blanche. Séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme. Mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique. Bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme. Cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat,